j'étais à Cologne, en Allemagne. J'ai jamais parlé un mot d'allemand au collège et au lycée, donc c'était pas forcément toujours très simple, mais j'ai été, pas pour le plaisir de ce magnifique paysage ou d'outre-Rhin, je ne sais pas. Bref, j'y étais pour le salon du jeu vidéo, la Gamescom, c'est le plus gros salon du jeu vidéo au monde, surtout depuis qu'il n'y a plus le 3. C'est un salon qui est ouvert au public, faut le savoir, donc il y a vraiment beaucoup de monde. Faut imaginer, la Paris Game Week, c'est globalement sur un ou deux halls, les salons comme ça, la Japan Expo, etc. Exactement. Faut imaginer, mais ça se met sur une dizaine de halls, donc c'est beaucoup plus gros, et il y a plein de monde. Il y a aussi plein de jeux. C'est comme ça a lieu justement à la fin du mois d'août, c'est le moment où globalement les éditeurs viennent pour annoncer leurs jeux, mais le jeu qui arrive à la fin de l'année pour les montrer, que les gens puissent s'y essayer, etc., qui soient bientôt prêts à sortir, quoi. Et donc on va voir, je pense, mes magnifiques photos de vacances, puisque je me suis évidemment amusé, et on va commencer avec, alors... on voit, tu as pris ça au smartphone, c'est quel smartphone? Oui, j'ai fait... Oh là là, moi, à chaque fois, je me pose cette question. Alors, j'ai fait ça avec mon iPhone 15 Pro, comme quoi vraiment, c'est le photographe qui fait tout, hein, et on voit la qualité de la photo. Le crâne d'une personne au premier plan. Oui, bon, c'est des prix souvent un peu à la va-vite, voilà, comme ça. Mais ce magnifique chat qui nous accueille sorti du plafond était là pour présenter le jeu Inzoi, que je n'ai pas pu essayer parce qu'il y avait une queue de 2h30 pour essayer le jeu. Ah oui. C'est un jeu qui nous vient de Corée du Sud, qui est un jeu... c'est un concurrent des Sims. J'en ai entendu parler. Et oui, et très ambitieux, très réaliste. Tu peux juste rappeler le nom? Inzoi. Okay. Mais c'est vraiment en mode simulation. Non, alors c'est très réaliste en termes de graphisme, mais par contre, ce sera quand même un peu les Sims en termes de fun. Voilà, le but, ça va pas être de remplacer ta vie. Et il y aura un côté monde ouvert un peu à la GTA aussi, donc ça se veut très ambitieux. Et ils avaient vraiment pris un quart de hall pour une simulation d'Apple Store, un petit peu. En tout cas, leur stand était très froid, quoi. C'était très blanc vêtu. Mais du coup, oui, bon, bref, je vais pas forcément détailler chaque hall que j'ai visité, mais c'était surtout l'occasion d'essayer d'essayer quelques jeux, qu'on va dire. Donc, tu en as essayé plusieurs. Qu'est-ce que tu as pu essayer qui était le plus intéressant? Bon, alors j'en ai essayé une bonne vingtaine, on va dire, parce que ça prend du temps. À chaque fois, il faut faire la queue et tout, donc ça prend un peu de temps. Oui, je vais laisser les photos défiler pour illustrer, je pense, pendant que je parle. Ce sera pas mal. Mais du coup, oui, les jeux que j'ai essayés. Écoute, j'en ai essayé pas mal. J'ai essayé notamment Civilization 7. Pardon, j'ai retrouvé mon français. Civilization 7 qui s'annonçait là justement à cet événement. Faut savoir que la Gamescom, c'est un événement très tourné vers le PC aussi, parce que le PC c'est très joué en Allemagne. Donc il y a beaucoup de jeux consoles, il y a beaucoup de jeux PC. Et Civilization, typiquement, c'est vraiment un historique du jeu PC. J'ai pu le voir et c'était, ma foi, fort sympathique. Dans les gros jeux aussi qui ont marqué la Gamescom, il y avait Two Point Museum. Bon, ça c'est un peu plus aussi personnel. C'est un jeu de gestion de musée. Mais c'est comme Two Point Hospital, que c'est un musée. Ouais, sauf que donc tu vas pouvoir mener des expéditions d'archéologie au sein du musée. Tout à fait. Tu vas gérer ton musée comme tu vois un parc d'exposition naturelle ou un muséum d'histoire naturelle, genre à Paris, à New York, etc. Mais tu vas pouvoir envoyer tes experts en expédition à l'autre bout du monde pour aller récupérer des fossiles, assembler des dinosaures, et tu vas faire vraiment le musée le plus grand possible avec une aile pour le milieu aquatique, une aile pour... je vois. Un peu aussi le musée d'Animal Crossing quelque part. Un côté parc d'attractions limite dans ce que tu fais. Okay. Ouais, et tu dois intéresser le public justement... et lui faire apprendre des choses. Donc il faut aussi des panneaux d'information, il faut qu'il soit à la fois diverti et à la fois qu'il apprenne des choses. Et faire de la thune, évidemment, bah oui. C'est toujours un peu décalé, hein, les Two Point. Oui, alors les graphismes, c'est un peu, c'est gros mythe, donc c'est de la 3D un peu cartoon. Un peu pâte à modeler. Oui, un peu pâte à modeler, voilà. Et oui, le côté fun, moi j'ai pu essayer peut-être 20 minutes, quelque chose comme ça. Et déjà, le premier fossile que tu déterres, c'est un disque antique.
Et en fait, tu vois que c'est une disquette des années 90 pris dans la pierre. Voilà. Donc ils vont faire des blagues dans tous les sens, sur les vieux objets, les DVD, les machins. Exactement. Okay, dans ce sens-là. Parce que je me demandais s'ils allaient faire des blagues en mode tu vas voler des œuvres d'art. Ouais, alors ça ne m'étonnerait pas que ça arrive aussi, parce que souvent, tu vas avoir plusieurs musées à gérer, et de musée en musée, ils vont te faire découvrir des nouvelles mécaniques de jeu, donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait ça aussi. Il y a aussi la question, quand j'ai commencé à assembler un squelette de dinosaure, et sa queue était en forme de marteau, par exemple, là, l'outil, quoi, vraiment. D'accord. Bon, c'est le genre de truc un petit peu... Oui, peu réaliste, mais très mignon et très rigolo. Et oui, donc c'était pour montrer effectivement la foule, puisque c'est, comme je disais, c'était ouvert au public. Le premier jour est ouvert à la presse, et réservé à la presse, heureusement. Et donc toi, t'étais dedans ? Ouais. Okay. Oui, parce que alors effectivement j'y suis allé en vacances, mais j'ai quand même demandé un badge presse parce que faut pas déconner. Parce que voilà, le monde qu'il y a là, c'est juste. Ah ouais. Ça me rappelle un peu l'époque de Paris Games Week où il y avait des 7 heures de queue pour essayer de Call of Duty. Exactement. C'est un peu le même genre. Ça, quoi. mais x7 quoi. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, donc c'est vraiment beaucoup de monde. Et puis avec des gens qui portent des chaussettes et des sandales, donc c'est le cliché. Oh là là. Est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur ? Alors, j'ai eu d'autres coups de cœur. Je crois en avoir mis dans le dossier qui va bien. Je voulais parler... J'ai perdu l'ordre dans lequel je voulais parler des trucs, mais c'est pas grave. On va parler de The Lost Tale, qui est un point and click. Un point and click très mignon, fait en Espagne. C'est un jeu indépendant qui va vraiment essayer de nous rappeler un petit peu les jeux d'aventure. Donc c'est The Lost Tale, Tale comme une queue de dinosaure. Ça va ressembler un peu à du Calvin et Hobbes en termes de dessin. Et oui, j'ai complètement foutu en l'air le conducteur. Je pense qu'il y a Naël de l'autre côté qui est en train de se tirer une balle. Mais c'est un jeu, un point and click très mignon, vraiment ambiance Calvin et Hobbes, où on va jouer un petit garçon et on va essayer d'aller retrouver sa peluche. Qui comme Hobbes est une peluche quand même que lui croit vivante, mais qui évidemment est juste son peluche de compagnie. Et donc ça va être plein de voilà, c'est complètement fait main, c'est-à-dire que c'est vraiment du dessin au feutre sur papier et qu'ils ont scanné après, ce qui fait que à l'image en jeu on voit les imperfections en termes de scan, et donc ça donne vraiment l'impression de jouer à une BD interactive, et ça va être vraiment tout public. Et l'avantage du jeu aussi, c'est que c'est mignon. C'est un C'est pour ça Dordogne. Ouais, alors il y a un petit côté Dordogne. L'humour va être très Day of Tentacle pour ceux qui ont connu, ou les jeux Lucas des années 80-90. Et oui, un dernier point que je voulais mentionner, c'était le fait que il va être très facile d'accès, puisque à l'époque, les jeux d'aventure, il fallait vraiment cliquer dans tous les sens, essayer de faire des associations d'objets les plus farfelus qui soient, et des fois c'était un peu compliqué de trouver la solution. Là, à chaque fois, pour chaque écran, il y a un bouton sur lequel tout se joue à la souris. Il y a vraiment que 2 clics. Clic gauche, tu utilises un objet. Clic droit, tu peux demander un commentaire au héros qui va te dire cet objet, je pense qu'il faudrait faire ça ou machin. Et si tu mets la souris vers le haut de l'écran, il t'affiche tous les objets avec lesquels tu peux interagir à l'écran. Donc c'est vraiment très facile d'accès et tu vas pas perdre des heures à essayer de trouver la solution, quoi. Est-ce que c'est prévu de sortir ailleurs que sur PC, un jeu comme ça ? Parce que je me dis, ça va typiquement sur de la Switch ou des trucs comme ça, des trucs tactiles, quoi. Ouais, clairement. Là, pour l'instant, c'est prévu que sur PC parce que c'est un jeu indé et faut qu'ils y aillent petit à petit en termes de budget. Mais clairement, moi, je trouve que oui, ça aurait tout son sens sur Switch. C'est typiquement le genre de jeu qui sort d'abord sur PC et puis après à une adaptation Switch quelques mois après pour relancer le jeu. À un moment, il faut faire de l'argent. Après, ça se vend bien sur PC. Ouais, mais oui. J'ai vu que tu avais mis un jeu Marvel aussi. Oui, tout à fait. C'est Marvel Rivals. Alors là, c'est vrai qu'on va partir dans quelque chose un peu plus, j'allais dire adulte. Bon, ça reste Marvel quand même, mais un jeu d'action à la Overwatch. Donc, ce sera un jeu compétitif qui sort à la fin de l'année, en décembre, et qui se veut vraiment le concurrent frontal d'Overwatch. Donc, vous allez pouvoir incarner n'importe quel héros de l'univers Marvel. Donc, il y a les Captain America, Hulk, Strange et tout ça. Et vous allez jouer en compétitif, équipe contre équipe. C'est un jeu qui a été développé en Chine, qui a été en préparation depuis plusieurs années, et là qui va faire vraiment son entrée en décembre. Et à mon avis, il a les bons ingrédients pour être un beau succès. Alors déjà Marvel, belle popularité, et puis un jeu, justement, Overwatch avait connu son succès, et ce sera complètement free-to-play, et on aura accès à tous les héros dès le départ. Donc toi, t'es un joueur d'Overwatch, toi. Ouais.
Ça te chauffe ou... Ouais. Ok. Parce que je voulais... alors- Overwatch est quand même super ouais. Bah, je pense ils apportent quelques améliorations justement par rapport à la recette d'Overwatch. Alors on est vraiment sur un calque, c'est quasiment un clone du jeu. C'est-à-dire que on a les mêmes pouvoirs spéciaux, on a les mêmes pouvoirs spéciaux, on a les mêmes systèmes de confrontation entre équipes où il va falloir capturer un point, ce genre de choses, les mêmes objectifs. Mais la petite nouveauté, ça va être dans les associations entre les héros, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des synergies. Typiquement, c'est la plus simple à expliquer. Ça va être Groot qui va pouvoir porter sur son épaule si quelqu'un joue Raccoon. Donc s'il y a un joueur qui incarne Raccoon, il va pouvoir monter sur l'épaule de Groot et avancer plus vite, on va dire, vers le champ de bataille. Ou c'est ce genre de choses. Je crois que Doctor Strange, il a un pouvoir magique qui va faire des ondes gamma, ça va aider Hulk. Enfin voilà, c'est des trucs un peu comme ça. Ça peut marcher, un jeu comme ça à licence. Et ça peut avoir le même succès qu'un Overwatch, tu penses, ou pas? Bah, je pense que là, en tout cas, ils ont plutôt fait les bonnes choses pour justement avoir du succès. Alors le problème, c'est que le succès des jeux mobiles, des jeux multijoueurs, pardon, il est impossible à prédire. Là récemment, cette semaine, il y a eu Concorde qui est sorti, qui est une exclusivité PlayStation. C'est un gros flop, non? Il y a moins de 1000 joueurs, voire moins de 100 joueurs en simultané dans le jeu. C'est quoi le principe Concorde? C'est un jeu d'action compétitif. Mais du coup, c'est un des plus gros flops qu'on ait vu depuis plusieurs années, je pense. Ah ouais. Alors que c'est PlayStation qui le lance. Donc, alors que sur le papier, le jeu avait l'air bien. J'en ai pas entendu parler. Non, mais du tout. La plupart des gens en ont entendu parler depuis qu'il a fait. C'est le flop qui a fait parler du jeu presque. Ah oui, quoi. D'accord. Je trouve que ça va le sauver. C'est peut-être une tactique. Non, mais tout ça pour dire que les jeux multijoueurs, c'est toujours impossible de prédire s'ils vont avoir un succès ou pas. Mais là, je trouve le côté free-to-play, donc c'est-à-dire que n'importe qui peut y jouer. Et le côté que tu as accès à tous les héros dès le départ sans avoir à payer justement et le fait que c'est Marvel quoi. Marvel c'est quand même une licence qui est disons que tu peux partir de plus loin quoi, quand tu te lances dans le jeu vidéo que Marvel en termes de popularité. Mais il peut y avoir autant de personnages que dans Overwatch 2? Marvel ils ont Marvel, justement il y a Marvel, surtout que c'est pas que les personnages des films. C'est vraiment les personnages des comics, donc ils peuvent. Et en plus, après Marvel, il y a le côté les univers parallèles et tout. Tu peux faire ce que tu veux avec. Donc, il y a de quoi faire. D'autres coups de cœur à ce salon? Je voulais parler rapidement de The Eternal Life of Goldman. Yes. Qui est encore un jeu. Oui, désolé, j'ai une petite tendresse pour les jeux mignons. C'est un jeu d'action en 2D, plateforme. C'est pas celui avec la souris là? Alors celui-là il a l'air très cool aussi, mais non c'est pas celui-là. Là c'est un vieux monsieur. D'accord. Okay. Mais est-ce que tu as connu DuckTales? DuckTales, ou la bande à Picsou. Bah oui, mais de ouf. En français, Picsou. Ouais. Le jeu vidéo, je sais plus s'il avait été traduit. Mais j'adore. Le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, tu pouvais, tu jouais à Picsou et tu pouvais te sauter sur sa canne et ça te servait à affronter les monstres, etc. Ouais. C'est exactement ce principe-là qu'on va suivre dans The Eternal Life of Goldman. Ouais. Pour il est en train de chanter le générique de la bande, ça me perturbe. Pour résoudre des énigmes, faire de la plateforme et affronter les ennemis. Et en fait, tout le twist du truc, c'est que la canne en question, donc c'est vraiment une sorte de comme un pogo stick, tu rebondis dessus. Ouais. Tout le twist de la chose, c'est que la canne, tu vas l'améliorer et en modifier les propriétés au fur et à mesure du jeu, et tu vas vraiment devoir faire des choix en fonction de l'épreuve qui t'attend. Par exemple, si tu modifies la canne, donc on voit que c'est très ambiance dessin animé encore une fois. J'aime bien. Par exemple, si si le corps de la canne, et ça se joue, le graphisme une fois dans le jeu est vraiment de ce genre-là. Ok. C'est très 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 beau. Et donc la canne, tu vas pouvoir la personnaliser. Et par exemple, le corps de la canne, si tu le transformes en métal, tu vas sauter plus haut. Le l'embout aussi de la canne, tu vas pouvoir le changer par exemple pour un crochet qui va te permettre de t'attacher à des éléments du décor. Mais par exemple, il y a un moment du jeu. Trop bien. C'est magnifique. Ouais. Il y a un moment du jeu où tu vas avoir des pics tu vois, au niveau du plafond, donc il ne faut pas que tu sautes trop haut. Et donc à ce moment-là, il faut que tu reviennes à la canne de base, justement, que tu t'empêches d'avoir ce bonus de saut. Et je pense que ça va faire un carton chez les speedrunners. Parce que la canne, tu peux la modifier d'un seul clic sur la manette, sans passer par un menu. Donc tu vas vraiment pouvoir essayer de faire le parcours parfait. Il est beau, hein. Et au-delà des speedrunners, il est surtout très très beau, il s'annonce très bien.
On a pu faire quelques niveaux et franchement. Et je me dis, des jeux comme ça, un peu en dessin animé, c'est lourd à faire tourner pour une machine. Tu peux le faire tourner sur un. Je sais pas comment ça fonctionne. Alors ça dépend des jeux, mais globalement non. Souvent c'est quand même assez optimisé pour. Ori par exemple c'était assez lourd quand même, mais il y a des effets de lumière. Ouais, voilà, il y a des effets de lumière assez gourmands. C'est surtout très lourd à créer par contre. C'est ça. C'est très difficile à faire quoi. C'est du travail en dur. Ouais. Quoi. Oui. Ouais. Tu l'as sans doute déjà dit, mais j'ai eu des messages semi-urgents. C'est quelle plateforme? C'est Switch? C'est sur toutes les plateformes de mémoire et notamment sur Switch. Ça se ferait très bien sur Switch. J'aime bien semi-urgent, c'est pour toi en fait, c'est ça? Non, c'était des messages. Enfin, j'ai eu 3 appels. On a 20 précommandes. Non, c'est sur toutes les plateformes, toutes les consoles et PC. Génial. Et c'est pour quand? C'est pour 2025. Ok. Donc l'an prochain. Beaucoup de jeux prévus soit à la fin de l'année, soit en 2025. On va ressortir la Nintendo Switch. Ah ouais, de ouf. Moi, qui traîne dans le placard. Oula. Moi, je joue à No Man's Sky en ce moment. Sur Switch? Bien sûr. Incroyable. Je l'ai acheté 12 €. Ok. Il était en promo pendant un moment. Mal. Incroyable. Est-ce que tu as eu d'autres coups de cœur? Ou est-ce que tu as eu des infos croustillantes? Alors, j'ai eu plutôt des infos croustillantes, je pense. Non, je suis sûr. Je pense que j'ai eu des infos croustillantes. Oui, non, alors c'était... moi, si j'avais envie d'aller à la Gamescom, alors bon, j'y allais pendant les vacances pour jouer à plein de jeux. Mais il y avait un truc quand même qui m'interrogeait aussi, c'était la question des prochaines consoles de jeux. Parce que l'année dernière, à la Gamescom, on avait entendu parler de la prochaine Nintendo Switch. Oh, n'en parle pas. Donc je me suis demandé, bah voilà, on est un an plus tard. Si déjà l'année dernière on commençait à en entendre parler, forcément, on va encore entendre parler cette année des nouvelles consoles. Bien sûr. Alors du côté de la Nintendo Switch, on n'a pas entendu grand-chose parce que Nintendo n'était pas présent sur le salon, même si il y avait justement des jeux Switch qui étaient là juste sans que Nintendo soit là, quoi. Donc très probablement qu'il y a des développeurs derrière qui travaillaient dessus, etc. Il y a pas de souci. Non, là c'était une autre star cette année. C'était pas la prochaine Nintendo Switch. C'était la PlayStation 5 Pro. Mais du coup, je voulais en profiter pour faire un petit point sur les deux consoles. Là. Alors, qu'est-ce qui se passe à PS5 Pro? Est-ce qu'on va avoir vraiment une nouvelle console intéressante? Ouais, alors... Là, tu sens ma conviction dans le fait que ce soit une console intéressante. Dans ta question, non, en vrai, oui, bien sûr, on va avoir une vraie console et une console qui va vraiment changer par rapport à la PS5 de base. Alors déjà, il faut savoir, en plus, on a eu même des fuites encore aujourd'hui au moment où on enregistre l'émission. Donc vraiment, ça approche à grands pas. En fait, la PS5 Pro, elle va sortir probablement, elle va être en tout cas annoncée probablement au début du mois de septembre. Donc là, on est à quelques semaines. Nous sommes donc le du coup, à la Gamescom, tout le monde en parlait. On est le 29 août, oui, tout à fait. Donc tout le monde en parlait et donc c'est la prochaine console de Sony. Alors c'est pas une nouvelle génération de console, mais c'est comme ils avaient fait avec la PS4 Pro, une version améliorée de la PS5 de base. Elle sera beaucoup plus puissante. Elle sera aussi, alors pas si, moi j'avais une grande crainte, c'est qu'elle soit très imposante. Déjà que la PS5 de base, oui, faut réussir à l'arranger, hein. C'est quand même, voilà. Parce que la PS4 Pro était vraiment beaucoup plus grosse que c'était presque le double. Le souvenir, elle était... Ouais, c'est ça. Et ben là, la PS5 Pro, alors on a eu le droit à un premier croquis quasi officiel ou alors quasi officiel alors tu verras que c'est un croquis complètement fait main, mais en fait ça vient de chez Deal Labs et de Bill Kuhn. J'espère que je prononce bien son pseudo. Qui a pu voir en fait la boîte officielle de la console. Il a pu voir la boîte de la console, donc ça montre aussi qu'elle arrive très bientôt. Mais il n'avait pas le droit de diffuser la photo de la boîte parce que pour des raisons évidentes de protection des sources. Mais du coup, il avait le droit de la dessiner. Il avait le droit de la dessiner, voilà. C'est quoi cette arnaque? Et donc on voit que la console a l'air, ma foi, on voit quand même que au niveau des proportions, ça a l'air très réaliste. Donc je pense qu'on peut s'y fier. Et ça a l'air effectivement très très proche de la PS5 qu'on connaît aujourd'hui. Si ce n'est donc ces petites grilles là, enfin ces petites. Est-ce qu'il y aura des LED dessus, des aérations, je sais pas. Oui, très probablement. Oui, les petites. T'avais dit comment? Des ouïes. Oui, des petites ouïes, tout à fait. Ah, j'avoue. Sur les côtés pour montrer vraiment le côté, la puissance de calcul. Parce que chez Sony, comme sur PS4, plus tu mets des petits auvents, des strates, plus la console est puissante. Bah, évidemment. Et donc, ouais, à la Gamescom, tout le monde en parlait. Alors, personne ne pouvait officiellement en parler, personne ne pouvait la montrer ou parler de jeux qui allaient sortir dessus.
Mais dans la mesure où on est à quelques semaines de l'annonce, les développeurs, ils ont quand même déjà commencé à travailler, à adapter leur jeu pour la nouvelle console, et puis on se doute là qu'elle sera annoncée d'un jour à l'autre, quoi. Qu'est-ce qu'on attend de spécifique sur la PS5 Pro ? Alors, on attend un prix très salé. Ça, c'est pas une bonne nouveauté. Puisque, alors, faut savoir, juste, c'est pour histoire de calmer tout de suite les ardeurs. La PS5 aujourd'hui, elle est à 550 €. Et au Japon, elle vient d'augmenter de prix. Non. Donc, elle vient d'augmenter. Oui, hier, hier. Ils ont annoncé que le prix augmentait au Japon. Donc les gens qui espèrent que avec l'arrivée de la PS5 Pro, il faut s'attendre à une baisse de prix de la PS5 de base. Pourquoi ils augmentent la PS5 alors qu'ils sortent pas de jeu dessus ? Je pense que c'est par rapport au yen au Japon, et donc c'est très. Oui, je pense que c'est très spécifique. Mais ça montre. Pour moi, ça montre le fait que si là ils se permettent d'augmenter le prix de la console au Japon. Si au Japon, dans 2 mois, il y a une PS5 Pro qui est lancée, ils vont pas rebaisser le prix derrière, à mon avis. Donc ça montre que le prix de la PS5 Pro va être probablement plus élevé que celui de la PS5 classique. On va pas avoir une baisse de prix comme ce qu'on pouvait attendre. Élevé comment ? Élevé, à mon avis, on peut tabler sur facilement du 650 €. Je disais 100 balles de plus. Au moins 100 € de plus, quoi. Sachant que pour ce qu'on attend justement, le lecteur de disque sera certainement en option, ce qui va permettre de réduire un peu la facture. À mon avis, il faudra bien taper sur 750 € avec lecteur de disque pour la version avec lecteur de disque. On aurait le terme slim pour cette PS5 Pro d'ailleurs. Non, c'est celle de l'année dernière. Ils ont déjà changé la PS5 de base l'année dernière pour la PS5 Slim. Exact. Mais je me demandais du coup, est-ce qu'ils gardaient un peu cette nomenclature. En fait, si je me trompe pas, la PS5 classique n'existe plus. Aujourd'hui, c'est que la PS5 Slim. Officiellement, la PS5 Slim, c'est les vendeurs type Micromania et tout qui l'appellent la PS5 Slim pour que les gens connaissent la différence. Mais en réalité, pour Sony, c'est juste la PS5. C'est pas un nom. C'est pas. Il me semblait que je crois qu'ils l'ont assumé au final. Oui, ils l'ont un peu assumé, mais voilà. Du coup, c'est pas. C'est pour montrer que c'est vraiment dans la gamme. C'est la PS5 classique, on va dire. Et la PS5 Pro, par contre, alors. J'ai envie de chialer. La PS5 Pro, elle me vend rien. Voilà, faut le savoir. Et à quoi va servir ? Alors, la manette sera la même. Là, je fais tous les points négatifs. À quoi va servir ? À avoir, bien sûr, plein de puissance en plus. Ça serait 1,5 fois plus puissante que la PS5 de base. On aurait du ray tracing 2 à 3 fois plus performant. Elle serait capable de faire vraiment tourner les jeux en 4K natif à 60 images secondes. C'est vrai que c'est encore en HD. J'avais oublié ça. Donc oui, ce serait pour avoir plus de performance et donc pour les gamers qui veulent avoir une nouvelle console, probablement en troquant leur ancienne chez Micromania. Pour jouer à quel jeu ça ? Et pour jouer à quel jeu ? C'est une très bonne question parce que Concorde qui vient de sortir et qui a 100 joueurs en simultané. Qui a totalement besoin d'une PS5. Qui a besoin d'une PS5. Je vois dans le chat quelqu'un qui dit vivement la PS6, qu'on sorte enfin de ce design affreux. C'est vrai qu'elle est moche. Je suis pas contre cette idée, mais bon, vivement qu'ils fassent des jeux surtout parce que. Voilà, bon, citez-moi 10 jeux sur la PS5. On nous suggère plus de bandes remaster. Alors à la fin de l'année, si je me souviens bien, dans les exclusivités. Alors déjà, il y a Astrobot qui sort. C'est le jeu tuto, ça. Tu lances pas une PS6 avec Astrobot. Qui a dit ça d'abord, peut-être. C'est pas possible de faire ça. Arnaud Gélino a décidé que non. Donc c'est pas possible de lancer une Switch avec un Mario Bros. Oui, mais une PS6. Blague à part, il y a un jeu qui a la console va sortir longtemps avant, mais il y a un jeu pour lequel elle semble être faite. C'est GTA 6. On parie combien qu'il y aura la PS6 pour GTA 6 ? Non, enfin, il y aura pas la PS6 pour GTA 6. Par contre. Pendant pendant les 20 ans de vie de GTA 6, oui, probablement qu'il aura le droit à sa version. Tu penses pas que la PS6 sortira un peu près Non, je pense que. Il faudrait vraiment qu'il soit retardé beaucoup. Ok. Non, a priori, il sortira sur cette génération de consoles.